Bonjour et bienvenue ici à Carcassonne avec l'Indépendant pour la deuxième journée de cet événement que nous organisons autour de de la sécheresse. Nous étions hier à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, le département de France le plus touché par cette sécheresse, pour l'organisation de trois débats. Et on a repris exactement la même trame pour les trois débats d'aujourd'hui, c'est-à-dire un premier sur la question de la gestion de l'eau et de la répartition des usages, un deuxième sur les conséquences économiques de la sécheresse et un troisième sur les conséquences pour la nature de cette même sécheresse. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'Aude, à Carcassonne, avec à ma droite, nous avons Philippe Verne, qui est le président donc, de la Chambre d'agriculture de l'Aude. À sa droite, Éric Ménassi, qui est maire de Trèves, mais qui est surtout président ici, au titre de président du syndicat mixte des milieux aquatiques et rivières du département, donc qui est un petit peu l'organisme qui gère la répartition de l'eau ici dans le département. À ma gauche, nous avons monsieur Vincent Cligne, c'est le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Aude. Il représente l'État, en fait. Il représente la préfecture et qui, évidemment, est partie prenante dans la gestion de l'eau. Et à la gauche de monsieur Cligne, nous avons monsieur Henri Bouissès, qui est le directeur territorial des voies navigables de France, section sud-ouest. Donc, voies navigables de France, c'est notamment le canal du Midi, ici, qui est extrêmement important dans l'Aude. Donc pour faire une première petite introduction, une première mise en contexte de la situation de l'Aude, évidemment, elle n'est pas dans la même. C'est un département qui n'est pas dans la même situation que les Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales sont en alerte rouge. Ici, on est en vigilance, sauf sur la partie des Corbières, qui elle, c'est le bassin versant de la Glie. Donc on est dans la problématique des Pyrénées-Orientales et la situation est beaucoup plus grave. Il n'empêche que dans l'Aude, ça fait 13 mois consécutifs qu'il y a un déficit de précipitation, qui a effectivement ces derniers jours il pleut, et que cette pluie de printemps, évidemment, comme dans les Pyrénées-Orientales, elle va être totalement absorbée par la végétation. C'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs, mais ça ne va évidemment pas recharger les nappes phréatiques et donc les réserves d'eau du département, lesquelles nappes phréatiques sont, on le considère, au plus bas. Voilà. Je vais terminer cette petite présentation par quelques chiffres sur le temps long, puisque nous avons consacré à l'Indépendant une interview avec un chercheur, Ludwig Wolfgang, qui travaille sur les fleuves et la ressource en eau sur le temps très long. Et il nous expliquait que sur le Tech, la Glie, l'Orbe, l'Aude donc, et l'Hérault, entre 1959 et 2018, quand on fait des statistiques sur le temps long, la baisse du débit est de 30 à 40%. Et que si on s'accorde sur l'hypothèse retenue par le ministère de la Transition écologique pour 2100 d'une hausse de température de 4 degrés, on serait sur des débits qui pourraient être en baisse sur la période de 60-70, voire dans l'hypothèse la plus pessimiste, 80% sur les cours d'eau de nos régions méditerranéennes qui ont des caractéristiques quand même assez comparables. On parlait tout à l'heure du fleuve Aude qui prend sa source donc en montagne avec le lac de Matmal qui descend dans la plaine et qui se jette dans la mer. Donc on est vraiment dans une problématique qui est souvent comparable, avec comme caractéristique dans l'Aude la question des voies du canal du Midi, sur laquelle on reviendra. Donc voilà. Donc si je vous ai fait cette présentation, c'est pour vous expliquer déjà pourquoi on fait cet événement-là sur cette journée-là, pourquoi on fait ces trois débats, pourquoi on invite tous ces gens, et puis pour aussi être un petit peu dans le vif du sujet. La première question, je vais la poser à Vincent Cligne, et elle concerne vraiment l'immédiat, elle concerne cet été. On arrive dans l'été, le scénario le pire, c'est effectivement, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles restrictions d'usage de l'eau cet été dans l'Aude? Quel est le niveau de risque sur les incendies de forêt? Parce que évidemment, quand la végétation est très sèche, le risque d'incendie est extrêmement fort, et l'Aude est un des départements de France les plus touchés par cette problématique-là. Et voilà. Comment vous préparez l'été? Qu'est-ce que la préfecture a à nous dire de l'été qui s'annonce dans l'Aude? Oui, merci et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, vous l'avez évoqué, le département à ce stade, pour répondre à votre première question en termes de restrictions et dans un stade de vigilance. Alors le stade de vigilance, c'est un stade de prise de conscience collective du sujet, mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas de restriction au sens de limiter soit l'irrigation, soit l'utilisation de l'eau pour les différents usages. Néanmoins, voilà, il était important et on l'a pris très tôt cette année, et je crois que c'est une des
années, on l'a pris le plus tôt, vous l'avez dit, 13 mois de déficit de pluie cumulé qui en font une période de sécheresse, une des plus importantes de ces dernières années, fait qu'il était nécessaire très rapidement, et ça s'est fait avant la fin du mois de mars, de mettre la totalité du département en vigilance. Vous l'avez également dit, sur les parties extérieures du département, mais les bassins versants ne suivent pas la géométrie des départements, donc sur le bassin versant de la Gly notamment, on suit par contre, puisque c'est le préfet des Pyrénées-Orientales qui a la main pour l'arrêter, les arrêtés et les restrictions sur ce bassin versant. Donc ça, un premier sujet. Je serais très prétentieux de vous dire comment ça va évoluer dans les jours à venir. Pourquoi ? Parce que les arrêtés sécheresse et les restrictions suivent les débits des cours d'eau. Pour ce qui concerne le département de l'Aude. Dans d'autres endroits en France, ça peut être le niveau des nappes, mais chez nous, la règle qui nous amène à prendre ou pas des restrictions, c'est le suivi des débits des cours d'eau. À ce stade et aujourd'hui, on est encore dans ces seuils de vigilance et on n'a pas, alors je vais le rappeler peut-être pour tout le monde, il y a 4 niveaux nationaux déclinés localement, la vigilance, je viens d'en parler, l'alerte où on commence à avoir des restrictions d'eau, l'alerte renforcée, et ensuite, ce qui est le cas chez nos collègues des Pyrénées-Orientales, la crise, qui est vraiment le niveau maximum, et eux, ils y sont déjà, et depuis un petit moment. Voilà. Donc nous, on reste en vigilance dans les seuils, qui fait que, en fonction de la météo, et là franchement, c'est vrai que ces derniers jours, on a plutôt de l'eau, donc les seuils, les niveaux des débits des cours d'eau n'ont pas baissé sensiblement, mais ça peut aller très vite, donc il faut être extrêmement prudent sur le sujet. Ça peut aller très vite, il suffit qu'on ait, comme on a eu l'année dernière, à peu près au mois de mai, fin mai, une période de canicule avec des températures élevées, beaucoup d'évapotranspiration, enfin d'évaporation de l'eau, et on peut très vite avoir des débits qui s'abaissent, donc on est vigilant, et d'ailleurs, comme son terme l'indique, et on peut être très vite amené à collectivement décider et proposer au préfet, et le préfet décide de passer à un seuil supplémentaire qui serait par exemple l'alerte, ce qu'ont fait aussi nos collègues de l'Hérault. Enfin voilà, on voit très bien que ça peut aller très vite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc vous dire, à la limite, s'il pleut comme ça tout l'été, je suis extrêmement optimiste en le disant. Pourquoi pas ne pas avoir de restrictions. Néanmoins, faut être réaliste. Il est quand même annoncé par Météo France un été plutôt chaud, plutôt sec. Voilà, donc il faut quand même suivre les indications des gens qui savent. Et du coup, il est probable. Alors, vous donnez une échéance, j'en suis bien incapable, mais on va suivre ça au jour le jour. Et bien évidemment, dès qu'on aura des périodes de forte chaleur, il est possible, il est même fortement probable que les niveaux d'eau baissent et qu'on passe en restriction. Pour votre deuxième question sur la gestion de l'été, donc le 31 mai et le 1er juin prochain, le préfet organise ce qui s'appelle la réunion de début de saison des feux de forêt, puisque c'était un sujet que vous vouliez qu'on aborde. Là aussi, pareil, aujourd'hui, l'état de la végétation, grâce à la pluie, elle n'est pas très sèche, mais il suffit qu'on ait à la fois du vent, de la chaleur, de la transpiration et un état de la sécheresse des sols peut nous amener très vite aussi. Et là aussi, on a une graduation du risque qu'on gère avec nos collègues les pompiers, évidemment, sur lequel, au jour le jour, et j'allais dire là, c'est des réunions hebdomadaire avec les pompiers, la LDTM, l'ONF et l'ensemble des gens qui participent à la veille sur les feux de forêt qui va être mis en place à partir du 1er juin, mais j'allais dire comme tous les ans, et qui va nous permettre de suivre aussi en étant vigilant les éléments. Mais là, encore une fois, pareil, je n'ai pas de boule de cristal, je pense que personne n'en a autour de la table. Prévoir, voilà, il y aura de la sécheresse, j'espère qu'il n'y aura pas de feux de forêt, évidemment, comme tout le monde. Et à contrario, on peut aussi, pour l'eau, puisque je reviens au sujet de l'eau qui est notre sujet du jour, on peut également avoir, et c'est un département qu'il a malheureusement connu il n'y a pas si longtemps que ça, aussi des événements pluvieux très intenses. C'est-à-dire que ce que prévoient les gens qui évoquent le changement, le dérèglement climatique, c'est de dire qu'on aura peut-être des périodes de sécheresse plus importantes, mais aussi, et nos collègues et nos voisins italiens le vivent de manière très intense malheureusement, des périodes très très intenses aussi de pluie, comme on a connu ici en 2018 notamment. Donc voilà, c'est un peu, voilà, je ne veux pas jouer la boule de cristal parce que j'en suis bien incapable et je serais pas correct. Mais voilà, il faut qu'on reste vigilant. On sait qu'on va avoir un été compliqué, pour être très, très honnête avec vous. On travaille bien évidemment avec l'ensemble des acteurs qui sont non seulement autour de la table, mais aussi les autres, pour anticiper au maximum, s'adapter. Et je pense que c'est un sujet qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui, à l'usage de l'eau. D'accord, merci beaucoup. Et alors, donc j'ai une autre question là pour être un peu plus dans le sujet qui va nous occuper ce matin, c'est-à-dire savoir
comment on gère la ressource. L'objectif aujourd'hui, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on gère la ressource. C'est quel est l'état des nappes phréatiques aujourd'hui dans l'Aude. On sait que la meilleure façon de stocker de l'eau, c'est de l'avoir dans les nappes phréatiques, qu'on le veuille ou non. Tout ce qu'on peut faire, ce qui donne une idée réelle de l'état du stock d'eau, ce sont les nappes phréatiques. Est-ce qu'on sait à peu près dans quel état elles sont aujourd'hui dans l'Aude? Alors, elles sont malheureusement au plus bas, comme je le disais un petit peu en introduction. C'est vrai que cette année, depuis le mois d'octobre, on est relativement inquiet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas eu cette recharge hivernale qu'on a habituellement dans les réserves. Et dans les réserves au sens global, puisqu'on a non seulement, vous l'avez dit, les nappes souterraines, mais aussi on a des réserves à la fois, je pense que... On va y venir notamment pour les autres types de réserves. On a des réserves comme la ganguise liées à l'agriculture. Enfin voilà, je ne fais pas l'exhaustivité des réserves dont on dispose. Et c'est cet ensemble-là qui constitue la ressource. Et avec les nappes souterraines. Mais aujourd'hui, si je peux faire un comparatif avec l'année dernière, où on était plus optimiste à cette époque-là d'année, en avril-mai, on avait des niveaux très hauts des nappes. Et on était plutôt à se dire, après elles sont très très vite descendues au regard de l'été très sec que nous avons connu en 2022. Aujourd'hui, elles n'ont pas été rechargées. Donc on a quand même un déficit dans les nappes qui a été constaté, qui ne se recharge pas, vous l'avez dit en introduction. Les pluies qu'on a en ce moment ne sont pas des pluies diluviennes, ce sont des pluies qui sont captées par la végétation, et tant mieux, parce que ça permet à la végétation, et notamment la production agricole, de poursuivre son développement à cette époque de l'année, c'est quand même assez important. Mais ça n'a pas rechargé les nappes. Donc aux derniers éléments qu'on a eus, nous, qui datent de début mai, de quelques jours, les nappes sont effectivement au plus bas, dans les niveaux les plus bas mesurés depuis un certain nombre d'années. Merci beaucoup. Ma question suivante s'adressera à M. Gouissès, qui représente donc Voies navigables de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'état de situation et déjà, dans un premier temps, peut-être préciser comment fonctionne l'écosystème lié au canal, j'imagine aussi au réservoir de la Montagne Noire, et comment ça fonctionne, et où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, de la situation des réserves, de la situation de l'eau que vous avez de disponible? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous avez raison de poser la question de comment fonctionne le canal du Midi, parce que c'est vraiment un système extrêmement complexe, réalisé, comme vous le savez, depuis plusieurs siècles, initialement pour des fins et seules fins de navigation, qui n'a absolument connu aucun prélèvement dans le canal pendant à peu près tout le XVIIIe siècle, et puis à partir du XIXe, du XXe siècle, les usages se sont ouverts sur d'autres fonctions réellement que la navigation, pour même prendre presque la priorité sur le passage des bateaux. C'est un système complexe parce que il a plusieurs ensembles hydrauliques. On pourrait quelque part le découper. Donc je vais essayer de faire assez simple pour vos lecteurs et vos auditeurs. On a d'abord une partie qui est vraiment très à l'amont du dispositif, avec les prises dans les milieux naturels qui se font dans la Montagne Noire, qui sont à ce moment-là stockées dans un système de réserve qui lui-même déjà est assez complexe, puisqu'il y a des barrages historiques, comme le barrage de Saint-Ferréol, et puis il y a des barrages plus récents, comme celui des Camas, qui se sont constitués, et avec des gestionnaires que nous sommes, pour Voies navigables de France, sur le barrage de Saint-Ferréol et le barrage du Lampy, et un autre gestionnaire, qui est l'Institution des eaux de la Montagne Noire, et je salue bien sûr son président et sa directrice à cette occasion, parce que nous travaillons en partenariat avec eux, dans le sens où l'eau chemine le long de ces barrages par un système de rigole, et on est capable de faire des bascules de l'eau d'un barrage vers un autre. Ça, c'est une première partie. La rigole se poursuit jusqu'au fameux seuil de Naurouse. De là, on a à peu près, on va dire, un quart du débit correspondant qui va basculer sur le versant océanique pour aller côté Toulouse, et puis les trois quarts basculent plutôt sur le versant méditerranéen. Et là, on travaille aussi en partenariat avec un autre gestionnaire de ressources, qui est BRL, la compagnie d'aménagement Baronne Languedoc, et je salue également leurs dirigeants. On travaille à partir de là sur la façon de gérer le transfert de l'eau, en relation aussi avec les cours d'eau. On a le sous-bassin du Fresquel qui est à cet endroit, jusqu'à Carcassonne. Ça, c'est un petit peu la partie amont. Ensuite, à partir de Carcassonne, il y a une réalimentation qui est très forte dans prise d'eau dans l'Aude pour servir l'alimentation du canal du Midi, on va dire globalement sur toute sa partie aval. Il y aura une réalimentation aussi dans la Cesse, à Mirepessé, et puis un petit peu plus encore à l'aval, on prend de l'eau dans l'Hérault, du côté d'Agde, voilà, pour arriver à finir l'alimentation du canal du Midi jusqu'à l'étang de Thau. Je suis peut-être un petit peu long, mais je pense que c'était un préalable peut-être nécessaire pour du coup expliquer
que tout ceci renvoie à un partenariat avec plusieurs gestionnaires de ressources. Je vous ai cité l'Institution des eaux de la Montagne Noire, je vous ai cité la compagnie Baronne Languedoc, il y a également EDF, évidemment, gestionnaire du barrage de Matmal, qui est le principal alimenteur en soutien d'étiage du bassin versant de l'Aude. Voilà pour cette première partie d'explication. Oui, sur je vous écoute. sur la question un petit peu du niveau actuel. C'est ça, de quel est le remplissage niveau de des réserves. réserve, ouais. Alors, finalement, vous m'interrogez alors que nous sommes certainement le plus petit gestionnaire de ressources dans les réserves. De tout Vous ce avez dispositif l'information quand même. dont je vous ai parlé. Donc, c'est extrêmement flatteur. Mais voilà, les collègues dans les services de l'IUMN, de BRL, de l'EDF auraient tout à dire sur leur propre gestion. On est aujourd'hui, bien sûr, en retrait par rapport à ce qui s'est passé sur les hivers et les printemps précédents, qui sont les périodes où, bien sûr, ces réserves sont amenées à se remplir. C'est la conséquence, effectivement, comme l'avait souligné Vincent Quignet, des DTM, de la conjonction à la fois d'une sécheresse 2022 très forte et d'un hiver 2022-2023 très sec. Oui, Donc, peut-être les à remplissages ce ne sont pas faits en stade. totalité. À ce stade, on peut préciser qu'une sécheresse d'hiver est beaucoup plus grave qu'une sécheresse d'été, dans la mesure où les réserves se constituent en hiver, c'est-à-dire au moment où la végétation et l'agriculteur n'ont pas forcément besoin de moins d'eau, et donc les réserves se constituent en hiver. Et donc ce qui a provoqué la gravité de la situation aujourd'hui, c'est qu'on a eu une sécheresse d'hiver. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez l'information sur l'état du barrage du lac de Matmal, par exemple, ou à quel niveau est-ce qu'on en est de réserve à Matmal? Non, j'ai pas cette information en direct, hein, si j'ose dire. Globalement, ce que je sais, c'est que sur les réserves qui sont sur la tête du bassin, sur les Camas, sur Ganguise, on est quand même plutôt à des niveaux de remplissage qui aujourd'hui sont plutôt à 60%, alors qu'ils pourraient être quasiment à 80% pour atteindre normalement la valeur nominale à peu près au début du mois de juin. Voilà. Oui, au début du mois de juin, on est sur 80%. C'est le début de l'étiage, normalement on est à peu près et là on est à 60 selon évidemment l'hydrométéorologie rencontrée chaque année, et c'est variable, on est à peu près à la valeur nominale. Monsieur Clignet a le chiffre pour Matmal, donc on va prendre le chiffre. Oui, voilà, parce que j'avais quelques notes, je ne connais pas tout par cœur. Donc Matmal, début mai, ce sont des chiffres qui ont été repris. On fait un bulletin hydro, la DTM, pour l'ensemble des acteurs du territoire, qu'on publie vers le 15 mai et qui prend les données du début mai, enfin le 15 du mois, et on fait ça tous les mois. Donc Matmal est à 50%, enfin 49%, c'est-à-dire 10 millions de mètres cubes pour une capacité réelle de 20 millions. Et puis Puy-Valador, qui est quand même un barrage d'appui qui est combiné et qui n'est pas négligeable non plus, puisqu'il est à 5,8 millions de mètres cubes pour 10 millions de capacité réelle, donc 58%. C'est beaucoup mieux, là aussi, si on veut évoquer les chiffres, de ce qu'on avait il y a 2 mois. Il y a 2 mois, on était à 20%. Oui, il y a eu des pluies très fortes cette dernière semaine, ces 10 derniers jours. Et en fait, on a une combinaison là aussi de 2 choses, des pluies qui vont effectivement alimenter, et aussi une absence de turbinage. Ça, c'est nos collègues de d'EDF qui le diraient mieux que moi, c'est leur responsabilité. Mais voilà, il n'y a pas eu de production forte d'électricité, puisque je rappelle que le barrage de Matmal est un barrage avant tout hydroélectrique, qui est là pour produire de l'énergie, et donc de l'énergie verte aussi, puisqu'on peut dire, puisque ce n'est pas de l'énergie carbonée. Et donc, ne l'a pas beaucoup utilisé, ou en tout cas moins que d'habitude, ce qui a permis d'avoir un peu plus d'eau qu'on va utiliser, comme Henri le disait à l'instant, qu'on va utiliser pour le soutien d'étiage en juillet et en août. Donc c'est quand même assez important de le dire, même si, là encore, c'est pas des taux de remplissage habituels au mois de mai, où d'habitude, quand on va commencer, on en a un peu plus quand même que 50%. Mais 50%, c'est mieux que 20%. On est d'accord. Monsieur Boussier. Donc voilà, quel regard vous portez sur cet écosystème global lié au canal aujourd'hui, par rapport à un mois de mai ou un mois de juin, je dirais, habituel? L'écosystème global, c'est à la fois, on va dire, l'écosystème technique naturel de départ, c'est le système du bassin versant, l'ensemble de ses cours d'eau, et cette infrastructure réalisée par l'homme, qui reste un ouvrage qui malgré tout fonctionne presque comme une rivière en fait, et qui est complètement imbriqué dans le système hydraulique du bassin versant de l'Aude, avec plusieurs usages. Voilà. Et nous, notre travail à Voies navigables de France, qu'on a déjà entrepris encore plus fortement depuis 2-3 ans et sur lequel on accélère encore, c'est de développer une stratégie où on cherche à chaque fois à optimiser au maximum l'adéquation entre les ressources disponibles,
en lien avec nos partenaires, gestionnaires de ressources, et les usages que l'on doit servir. Alors, quels Pour sont arriver ces à usages, justement? Est-ce que vous pourriez nous les décrire rapidement? Oui, ils sont relativement simples. On a d'abord tous les services qui sont apportés à l'environnement. Il faut arriver à quand même garantir un certain niveau d'équilibre de ces écosystèmes, parce qu'il y a de la biodiversité, à la fois dans les cours d'eau, à la fois dans le canal. Vous parliez des nappes phréatiques. On a aujourd'hui, plutôt côté Garonne, des expérimentations où on fait de l'infiltration, de la réinfiltration pour recharger des nappes phréatiques. Donc ça, c'est la première priorité. Deuxième priorité, évidemment, c'est le service de sécurisation de l'alimentation en eau potable. Voilà. Tout simplement, le service aux populations. Et plus généralement, le service aux vivants. Je pense, voilà, je me tourne vers le président de la Chambre d'agriculture. Tout ce qui va porter sur l'abreuvage des animaux va effectivement être un usage qui va devoir être servi en priorité. Pas seulement par VNF, par l'ensemble des acteurs. Après ces services aux populations, on a tout le service finalement à l'économie des territoires. Là, c'est tout le système économique complet. Moi, de ce que je sais par rapport à l'histoire du canal du Midi, c'est que ça a servi beaucoup l'économie du tourisme fluvial et elle est extrêmement structurante pour le département. Et, comme je le disais, au fil des années, au fil des siècles, ça a servi l'économie de la production agricole, qui est aussi extrêmement importante. Évidemment, en première priorité, maintenant, on le voit bien venir, sur tout ce qui est production de maraîchage, parce qu'il y a un besoin continu d'eau, mais également l'ensemble des productions agricoles et qui sont également une nécessité pour l'économie. Et puis après, plus largement, c'est l'ensemble des services qui peuvent être apportés finalement au bien vivre ensemble. Le canal du Midi, dont nous sommes gestionnaires, avec son image, sa marque désormais, la marque Canal du Midi, c'est un lieu qui est le support, déjà un support extrêmement esthétique, il est connu dans le monde entier, c'est un support récréatif pour un ensemble d'activités qui permettent de favoriser la solidarité, favoriser le bien vivre ensemble. Merci beaucoup. Ma question suivante sera pour M. Vergne, pour lui demander, vous, est-ce que dans le secteur agricole, quelles sont aujourd'hui les conséquences? Il n'y a pas de restrictions sur les usages agricoles, à ma connaissance. Quand vous voyez, par exemple, vos collègues des PO qui sont à 75% de restrictions d'usage de l'eau, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que ça vous inspire et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous allez passer aussi l'été correctement au niveau de l'eau? Déjà, enfin, bonjour à toutes et à tous. Là, enfin, monsieur le préfet et indirectement le directeur de la DTM, à partir du début juin, enfin, toutes les semaines, enfin, on se réunit, mais ça depuis des années, avec un comité de gestion de l'eau. Et c'est là, de façon collégiale, de façon démocratique, avec des échanges, on prend des décisions, des fois terribles pour le monde agricole, avec des passages en crise renforcée, etc. Mais on fonctionne de cette façon. En ce qui concerne l'agriculture, purement l'agriculture, il faut savoir que le département il est coupé en deux. Oui, il y a l'influence océanique et l'influence méditerranéenne. Aujourd'hui, tout ce qui est sous influence méditerranéenne, donc à partir de la Larique, cette fameuse montagne capendue en allant vers la mer Méditerranée, la situation est identique aujourd'hui à celle des Pyrénées-Orientales. Question de sécheresse. Question de sécheresse. Question de sécheresse. Par contre, sur l'autre partie, l'influence océanique, enfin, le directeur l'a rappelé à juste titre, les quelques pluies, voilà, parce que vous avez donné des chiffres depuis un mois. Et vous avez dit, en 2 mois, on a gagné 40% de remplissage. Donc ça veut dire, si je divise par 2, on est fin mai, on a gagné 20% des chiffres que vous avez donnés. Ce qui n'est pas neutre, quoi. Ce qui peut-être est pas neutre. Oui, la partie ouest, pour préciser, il y a beaucoup d'élevage, c'est ça, et le blé du Lauragais. Élevage, grande culture et toute la partie viticole, que ce soit dans le massif des Corbières de ce côté-là ou du Minervois. Effectivement, à aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour amener ces cultures à bon port aujourd'hui. Voilà, puisque on est tous d'accord, les nappes phréatiques sont à sec, tout ça, mais ces pluies conséquentes que nous avons eu dernièrement font que les récoltes espérées sont normales aujourd'hui. Voilà, donc, mais par contre, sur l'autre partie du département, qui est pratiquement toute viticole, effectivement, il y a quelques grandes cultures sur le Narbonnais. Là, il faut savoir que les exploitants ne moissonneront pas. Les blés, aujourd'hui, ils sont, dans le meilleur des cas, à 20 cm de hauteur. Ouais. Donc ça, les récoltes sont perdues. Donc après, quid de la viticulture, ça on l'abordera tout à l'heure à travers la gestion de l'eau, puisque enfin, on avance depuis quelques années au niveau de la Chambre d'agriculture, avec mes collègues qui m'entourent, une réflexion
sur un volume d'eau par hectare et par culture, mais enfin, on en débattra tout à l'heure, bien sûr, avec les participants, parce que ça nous tient à cœur. Ça peut être une des manières d'éviter la guerre de l'eau, parce que nous, on ne veut surtout pas aller à la guerre. Et donc, moi, je remercie monsieur le directeur de VNF qui a tenu des propos par rapport à l'agriculture qui vont dans le sens, effectivement, où l'agriculture, c'est la première économie de ce département. Et donc, et on parlera certainement de la souveraineté alimentaire, de tout ce qu'on peut évoquer, parce que toute culture ou toute filière, à un moment donné, il faut de l'eau pour amener le fruit à bon port. Et effectivement, quand on voit aujourd'hui que sur la France, on importe 60% de fruits et légumes, c'est énorme, quoi. Et qu'on parle de souveraineté alimentaire, donc il y a de la marge, mais il faut qu'il y ait de l'eau pour l'agriculture. On a déjà pris des dispositions à travers les usages collectifs, avec les ASA, etc. Donc il y a un moment qu'on a pris nos responsabilités, on prendra toutes nos responsabilités, mais que nos responsabilités, et on est prêt, bien entendu, à partager ce qui se décidera au niveau des comités de gestion de l'eau, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, de la meilleure des façons et en ayant la tête sur les épaules. Et voilà. Donc, mais après, j'ai une question. Alors peut-être que c'est plutôt M. Menassi qui aura la réponse. Une des caractéristiques de l'Aude, c'est que l'Aude voit arriver l'eau du Rhône par la compagnie, par la construction d'un tuyau qu'il y a eu il y a quelques années. Est-ce que l'agriculture en bénéficie ou est-ce que c'est prioritairement pour l'eau potable? Et donc, c'est le fameux tuyau Aqua Domitia. Où effectivement, je peux répondre moi, au niveau de l'agriculture, où ce tuyau arrive dans l'Aude, notamment au niveau de Fleury, où effectivement, le résultat de l'apport de ce tuyau, pour nous, c'est 250 hectares de vignes irriguées. Donc il y a 65 000 hectares dans le département. Oui, ouais, et donc, on voit la proportion. Passez-moi l'expression pour vos lecteurs. J'ai dit à l'époque que c'était une pissarade de chat, et voilà qui nous arrivait. Après, il y a le tuyau, par contre, arrive au lac de Jouarre, où effectivement, on peut prévoir une extension du réseau jusqu'à Pérec-Minervois, mais surtout pas jusqu'à l'Or-Minervois, parce que l'Or-Minervois, c'est l'épicentre dans le Minervois de la sécheresse. Donc, il nous faudra trouver d'autres solutions. Ouais, et certainement, avec la création, on en parlera tout à l'heure, ou de retenue collinaire, ou de bassin de stockage, puisqu'il pleuvra. À un moment donné, il va pleuvoir. Ce qui se passe malheureusement chez nos collègues italiens, peut-être ça se passera ici dans un mois, dans 5 mois ou dans 1 an et demi. Donc, il nous faut anticiper. Et pour stocker de l'eau pour l'agriculture, et stocker de l'eau pour nos pompiers, parce que le feu et l'eau, c'est complètement c'est un des enjeux, on est entièrement d'accord. Aujourd'hui, les camions de pompiers, ils remplissent leurs camions avec de l'eau potable. Donc voilà, c'est un multi-usage qu'il nous faut mener cette réflexion de façon multi-usage. Monsieur Menassi, peut-être très rapidement, pour justement finir correctement ce premier tour de table qui permet au moins de camper le décor. L'eau du Rhône, c'est essentiellement destiné à la consommation essentiellement à l'agriculture. Essentiellement à l'agriculteur, ouais, d'accord, ok. Sur la consommation d'eau potable, il n'y a pas de problème particulier ou est-ce qu'on commence à s'inquiéter un petit peu? Écoutez, bonjour à tous. D'abord, moi, j'ai envie de vous dire que l'eau a toujours été un bien précieux. Demain, il va devenir un bien rare. Et je crois que ce fait établi doit nous permettre, aux uns et aux autres, à dépasser ce que nous faisons depuis des années, c'est-à-dire la gestion de crise. Cette gestion de crise, M. Clignès l'a évoqué correctement par rapport à ce qui se faisait tous les étés, le président l'a évoqué aussi. Je crois qu'aujourd'hui, notre responsabilité est de pouvoir nous projeter à travers un constat que tous les scientifiques nous donnent. Ce constat, c'est un dérèglement climatique qui a des implications concrètes sur nos vies quotidiennes. Ce dérèglement climatique va apporter deux choses prégnantes sur notre territoire. Des périodes de sécheresse de plus en plus fortes et des périodes de précipitation par le biais d'épisodes méditerranéens qui vont être de plus en plus violents. Et cette corrélation entre les deux événements est en permanence, ne doit pas être dissociée. Notre responsabilité aujourd'hui, elle est immense, le président de la Chambre l'a dit. Nous avons des acteurs autour de l'eau. Ces acteurs font vivre nos territoires. Nous devons à la fois préserver la ressource pour l'eau potable, nous devons préserver une souveraineté agricole et économique au travers des usages agricoles, mais il y a aussi une dimension touristique, il y a aussi une dimension économique touristique que nous devons, par rapport à notre territoire, avoir à l'esprit. Au travers de ces problématiques, je crois que la vraie question que nous devons nous poser, c'est non pas savoir comment nous devrons demain
vivre de la même façon, demain nous aurons moins d'eau. Donc, ce fait étant établi, comment nous allons nous partager l'eau demain de façon à ce que tous les acteurs autour de l'eau puissent y trouver leur compte. Il faudra obligatoirement rentrer dans une forme de résilience. Cette résilience, c'est la capacité que nous aurons à nous adapter à ces contraintes climatiques qui sont aujourd'hui une réalité. Vous savez, on a l'habitude d'expliquer par rapport aux pluies que nous avons eues, « Ah mais tout va bien, il a plu ». Non, je crois qu'il faut regarder sur le temps long et sur des années, voir les mouvements climatiques et le changement de notre climat. Notre changement du climat s'opère sur les 15, 20, 30 dernières années et on se rend bien compte que ce climat qui change va impacter notre vie dans notre quotidien. Alors, les maires ont une préoccupation, c'est l'eau potable. L'eau potable est un enjeu majeur et l'enjeu essentiel pour nos populations. Je reviens à la question, est-ce qu'aujourd'hui il y a éventuellement une inquiétude? Aujourd'hui, pour cet été, une fois de plus, c'est vrai que vous avez votre département voisin qui est dans un état très difficile. Il y a 20 communes qui pourraient vous se voir couper l'eau potable cet été. Donc on est quand même à un niveau d'urgence dans les Pyrénées-Orientales qui est très fort. Quelle est sur l'eau potable la situation dans l'Aude? La situation est aussi tendue dans l'Aude et nous avons des inquiétudes. Vous affirmez qu'il y aura des coupures, bien sûr que non, nous ne le pouvons pas. Mais je crois que le président de la Chambre a bien évoqué la spécificité du département de l'Aude. Oui, tout à fait. Ouais. Avec cette dualité climatique, avec une barrière aux alentours de la montagne d'Alaric, qui rend l'est du département extrêmement aride et l'ouest du département un peu plus privilégié par rapport à des précipitations. Mais pour répondre à votre question, oui, nous avons des inquiétudes par rapport à l'eau potable, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui affirmer qu'il y aura des coupures. Monsieur Vergne parlait du Minervois comme l'épicentre effectivement de la sécheresse. C'est là que se concentrent les inquiétudes aujourd'hui ou... Les inquiétudes ne sont pas uniquement dans le Minervois, même si le Minervois concentre pas mal d'interrogations. Ouais, d'accord, ok, merci. Monsieur Verne, une autre question, ça concerne la viticulture, évidemment. On connaît l'importance de la viticulture ici dans l'Aude. C'est un département où on a irrigué assez tôt, je pense, les cultures viticoles. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente comme utilisation de la ressource? Comment ça se passe justement comment on intègre cette utilisation de ressources là dans votre système? Et puis surtout, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ça va permettre de maintenir une activité viticole suffisamment importante dans le département? En ce qui concerne l'activité viticole, bien sûr que oui, puisque en Grèce il y a encore des vignes, en Algérie il y a des vignes, donc il fait encore plus chaud qu'ici. Donc effectivement, premier point. Deuxième point, je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais il faut savoir que dans le département de l'Aude, toutes filières confondues, il s'irrigue 20 000 hectares. Il s'irrigue 10% de la surface agricole utile. Donc c'est pas beaucoup, quoi. Voilà, c'est des précisions importantes à faire. Voilà, et je dis toutes filières confondues, rien que la vigne c'est 65 000 hectares. Après il y a la grande culture, voilà. Et il y a du maraîchage, et quelqu'un l'a rappelé, enfin, c'était monsieur le directeur de NFA à juste titre, où le maraîchage, il faut un peu d'eau tous les jours. C'est la spécificité du maraîchage. Donc moi, je suis absolument pas pour restreindre les volumes liés au maraîchage. Je souhaitais exclure le maraîchage des mesures à prendre, parce que là, il faut un peu d'eau tous les jours. Donc je tenais également à faire cette précision. Après, moi, je dis qu'il y a un avenir pour la viticulture, bien sûr. Mais seulement ce qui nous manque, qu'on a connu, enfin, quand on était petit à l'école, c'était l'orage du 14 juillet, l'orage du 15 août, où c'était réglé comme du papier à musique, et donc on n'a plus ces orages-là. Voilà quoi, et donc c'est important de le préciser, et donc toute plante, la viticulture y compris, a besoin effectivement d'un peu d'eau pour amener, pour des questions qualitatives, le raisin à bon port, et voilà, pour faire des produits de qualité comme on les a toutes cultures confondues dans le département. Après, il y a la spécificité de l'abreuvement des animaux, parce que par rapport à l'élevage, où dans les années, je ne sais plus si c'est 2017-2016, on fait une année de sécheresse, où nos éleveurs, dans les corbières orientales notamment, ont payé 18 € le mètre cube pour se faire livrer.
Donc on mène au niveau de la Chambre d'agriculture, bien entendu, avec les collectivités, que ce soit le conseil régional, le conseil départemental et monsieur le préfet avec ses services, une expérimentation sur une possibilité de créer 4 retenues collinaires avec des volumes pas conséquents, certainement. Dans le Minervois, ce serait la plus grande, elle serait de 300 000 m3. Après, on a un projet sur Bouisse pour l'abreuvement des animaux, et après 2 projets viticoles, un sur Talleyrand, Tournissan, et un autre, je ne sais plus, dans ce secteur des Corbières, Pradel-en-Val, voilà, et à Pradel-en-Val, justement, avec une utilisation par rapport à la DFCI, avec une prise directe sur ce bassin pour pouvoir être au plus près des incendies, et que les pompiers puissent remplir avec de l'eau brute et non pas avec de l'eau potable. Donc ce sont des projets que j'espère qu'ils aboutiront, parce qu'on a des bons retours, de la préfecture, n'en parlons pas, puisque monsieur le préfet a bien compris l'enjeu incendie dans ce département. Sinon, le feu il partira de Villerouge-Termenès, il arrivera à Port-la-Nouvelle, il y aura 100 000 hectares de nettoyés, et ce sera une catastrophe écologique, une catastrophe humaine parce qu'il y aura des morts, et une catastrophe économique parce qu'il n'y aura plus de touristes. Donc il nous faut éviter impérativement ces méga-feux, voilà, et où je précise qu'il n'y aura plus un lézard recelé sur 100 000 hectares. Donc voilà, mais pour ça, il faut qu'on arrive aujourd'hui à concrétiser ces projets, puisque effectivement, nous, depuis 2013, on a mis le service eau en place à la Chambre d'agriculture, nous sommes en 2023, donc on espère qu'on arrivera enfin à mettre un coup de pelle ou un coup de pioche, comme dit monsieur le préfet, quelque part, avec des volumes assez réduits. On ne refera pas la ganguise avec 60 millions de mètres cubes, ça on en est tous conscients, mais heureusement que nos prédécesseurs ont fait la ganguise, parce que ça serait le désert quand même dans le sillon du Lauragais. Voilà, donc on compte bien, courant de l'année, puisque le ministre de la transition écologique a dit qu'il n'était absolument pas opposé aux retenues collinaires. Le ministre de l'Agriculture a dit la même chose. Et donc aujourd'hui, on demande, je regarde monsieur Clignet, au niveau de la réglementation, un peu plus de rapidité, entre guillemets, pour pouvoir concrétiser ces projets. Combien de projets à peu près de retenues collinaires sur cette... On veut expérimenter avec 4 projets démonstrateurs, voilà, pour commencer comme ça. Mais après, tout le monde est bien conscient qu'il nous faudra des retenues collinaires, d'autres projets, et puis peut-être 3 ou 4 bassins de stockage un peu plus conséquents par rapport aux inondations qui malheureusement vont se produire, et pouvoir stocker de l'eau en hiver pour mieux l'utiliser d'une façon équitable et raisonnée en été, toutes cultures confondues. À propos d'inondation, je vais passer la parole peut-être à monsieur Menassi, qui est forcément intéressé au premier chef. Monsieur Verne parlait des fameux orages du 14 juillet et du 15 août. Un des enjeux qui se pose, c'est la prévision météo, parce qu'aujourd'hui, la prévision météo, on l'envisage beaucoup sous l'angle de la sécurité des populations, évidemment, pour éviter les grandes catastrophes, les grandes inondations. Est-ce qu'il va falloir aussi intégrer, ou est-ce que vous intégrez déjà, la question justement de la gestion de la ressource dès les prévisions météo, puisqu'on se dit que quand se prépare un épisode pluvieux extrêmement fort, comment on s'organise? Est-ce qu'on commence à vider certaines retenues d'eau? Comment s'organise-t-on justement par rapport à cet impératif météo qui désormais fonctionne à la fois pour la sécurité des population et d'autre part pour les besoins en eau, sachant que ce sont deux données qui peuvent être éventuellement contradictoires. C'est un sujet extrêmement sensible parce que la prévision météo, vous en doutez, par définition, n'est pas une science exacte. Et elle a pour définition de pouvoir anticiper des phénomènes. Et nous avons eu un exemple concret hier soir. Hier soir, nous avons eu une vigilance par rapport à des orages violents. La difficulté que nous avions, c'est que nous ne sommes pas arrivés à avoir avec précision où ces orages allaient se déclencher. Alors, l'Occitanie a été mis en vigilance jaune, mais la violence ou le déclenchement d'un orage, nous ne l'avions pas. Alors depuis 2018, des progrès ont été faits au niveau de la météo et maintenant on devrait dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, pouvoir au sein même d'un département, pouvoir cartographier une vigilance un peu plus précise. Mais pour répondre à votre question, oui, aujourd'hui les prévisions météo vont nous servir. Elles vont nous servir par rapport à des orages. Parce qu'aujourd'hui, pour protéger les populations, la difficulté pour les maires, c'est d'entendre raison par rapport à l'urgence. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous n'habitez pas à côté d'un cours d'eau qu'il n'y a aucun risque.
Aujourd'hui, nous avons de tels orages et de telles violences dans les orages que le ruissellement peut être un danger. Et donc, il faut absolument avoir cette capacité à entretenir cette vigilance et pouvoir l'anticiper. Ensuite, mais c'est un autre sujet, l'aménagement du territoire sera, et dès aujourd'hui, un enjeu majeur pour notre territoire. Réinventer un aménagement urbain pour qu'il soit plus résilient, c'est aussi l'enjeu de demain pour les territoires de l'arc méditerranéen qui vont être soumis à de fortes précipitations dans les années qui viennent. Nous le savons maintenant avec quasiment une certitude. Ouais. Alors on va bientôt passer. Excusez-moi, si je vous en prie, prenez la parole. Donc par rapport à votre question qui est loin d'être neutre, moi dans ma tête j'ai fait le rapprochement avec le barrage de Vinça, chez nos collègues des Pyrénées. C'est évidemment le barrage de Vinça qui m'a soufflé la question. C'est bien pour ça que j'ai pris le micro. Voilà, où on a quand même mis 24 millions de mètres cubes à la mer Méditerranée. Voilà, donc j'espère que les prévisions météo seront encore plus fiables pour prévenir en cas de risque, parce que là on l'a vidé en prévision, mais ça n'a pas fonctionné, et donc 24 millions c'est loin d'être neutre. On est bien d'accord, oui. C'était la simple remarque que je voulais faire. Ben, je vois que vous avez tout à fait compris. Mais c'est effectivement intéressant, parce que quand le lâcher a été fait, rien n'indiquait qu'il n'y aurait pas d'épisode méditerranéen et qu'on avait cet hiver. J'ai une question. Alors, on va bientôt passer aux questions de l'AFSAL, mais j'en ai une dernière pour les voies navigables de France. Ça concerne justement, on parle de la répartition de la ressource, de l'organisation des usages et surtout pas du conflit des usages. Un des conflits d'usage qui est quelquefois prégnant, c'est la question des écluses sur le barrage, où certaines personnes estiment que quand on ouvre les écluses, on gaspille de l'eau, en fait, un petit peu. C'est un petit peu ce que vous venez de dire, d'ailleurs, Monsieur Vergne. C'est-à-dire qu'il y a une retenue, on ouvre de l'eau. Mais c'est également, on sait très bien que le canal du Midi il a un rôle touristique majeur. C'est l'un des atouts principaux, on en parlait avec M. Benassi, c'est un des atouts touristiques majeurs du département. Donc là, on est vraiment sur une situation où, justement, si on veut éviter le conflit, il faut, j'imagine, le prendre à bras-le-corps, l'examiner. Et donc, à quel niveau aujourd'hui de réflexion vous en êtes justement sur cette difficulté-là ? On dit par exemple que le canal de la Robine pourrait ne pas accueillir de navigation là, dans les prochaines semaines. Bon, voilà, c'est une question. Comment s'organise la cohabitation de deux activités autour de l'eau sur le canal ? Je reprends la parole. Si vous êtes particulièrement affecté ce matin avec vos questions. Je vais intervenir, monsieur le directeur, mais j'évoquerai également la situation entre les agriculteurs et les vétérinaires. Je suis tout à fait disposé à parler conjointement avec monsieur le président de la Chambre d'agriculture sur ces questions. Tout l'intérêt de ce qu'on fait, c'est justement d'aller dans les questions affûtées, de les aborder concrètement. Mais vous avez réuni des personnes qui savent se parler, donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir participer à cette audience. Moi, peut-être d'abord, il y a un petit rappel juste, on va dire, technique sur l'eau transportée par l'ouvrage Canal du Midi. Tout à l'heure, je vous disais, c'est un ouvrage qui est complètement imbriqué dans le système hydraulique, dans le bassin versant de l'Aude. Et je vous ai dit, il fonctionne quasiment comme une rivière. Et c'est vrai, aujourd'hui, l'eau ou un mètre cube transporté dans le Canal du Midi, il y a déjà une très grosse partie qui va partir en évaporation, et on en aura de plus en plus avec l'augmentation des températures, qui est à peu près la seule certitude qu'on a sur les prochaines années. Une partie qui part en infiltration, donc d'une certaine façon... Donc dans les nappes. Voilà, sert l'environnement, sert les milieux naturels, effectivement. Et nous, on apprécie aujourd'hui, c'est très difficile, très difficile aujourd'hui d'instrumenter et de mesurer ce qui fait l'évaporation, ce qui fait l'infiltration. Mais on estime qu'on n'est pas loin de 30 à 40%, rien que cette partie-là. Voilà. Ensuite, quand on le regarde dans une moyenne annuelle globale, par le jeu de ce qu'on peut connaître, du niveau des prélèvements, et majoritairement effectivement les prélèvements qui sont faits au bénéfice de l'économie agricole, on a à peu près 30% des volumes d'eau qui servent à l'économie agricole. Quand on passe en étiage, quand on passe dans des pics d'étiage, et vous avez cité le canal Robine, on va même jusqu'à 50%. 50% de l'eau qui est transportée par le canal du Midi qui va servir l'économie agricole. Et vous parlez du canal du Robine, j'y reviens une deuxième fois, parce que là où on a les partenariats les plus forts, où il y a le maximum de conciliation sur les usages, voilà, et cette adéquation entre la ressource dont on dispose, qu'elle soit prise dans l'autre, qu'elle puisse venir de certaines réserves, et les usages pour l'économie agricole, c'est là où on travaille aujourd'hui, où on a atteint le meilleur niveau de maturité dans les échanges avec la profession agricole. Les éclusés. Donc en fait,
le système qui fait qu'on transfère de l'eau. Parce qu'il y a un mythe dans cette affaire. Le mythe que voilà, les bateaux consomment de l'eau. Ben non, les bateaux utilisent l'eau. Les bateaux utilisent l'eau qui est transportée et qui sert ensuite à être consommée pour différents usages. Alors évidemment, s'il n'y avait aucun prélèvement, on pourrait considérer que l'eau qui va servir effectivement à des transferts dans les éclusées et qui finit par aller à la mer, c'est une eau qui est perdue. Mais serait-elle réellement perdue? Puisque de toute façon, il n'y aurait pas d'autres usages. Donc voilà, nous on considère qu'il ne faut pas se tromper de débat et on essaie de travailler le plus possible pour faire la pédagogie nécessaire pour que tout le monde comprenne ce dispositif-là. Il n'y a pas de contradiction entre l'idée que la navigation puisse utiliser l'eau, et nous notre travail c'est de tenir des lignes d'eau. Et l'eau qui ensuite est transférée, elle sert à un multi-usage dont je vous ai parlé tout à l'heure. On estime que ce transfert d'eau lié aux éclusées, c'est à peu près 15%. 15% du volume annuel. Et après, si vous faites les comptes, il vous reste encore 10 à 15% qui sont les autres usages. C'est le concours, notamment à l'alimentation d'eau potable. On a transféré beaucoup d'eau au bénéfice du réservoir des Camas pour l'alimentation d'eau potable sur la métropole de Toulouse, donc gérée par l'institution des eaux de la Montagne Noire. On a aussi une fonction pour la sécurisation d'eau potable du côté de Puchéric, la Rodorte. On distribue sur de l'eau au bénéfice des collectivités. Voilà, donc il y a ensuite quelques usages plus industriels, notamment tout ce qui va toucher la dilution des rejets des stations d'épuration d'eau potable, pour que ensuite l'eau revienne ensuite dans le milieu naturel avec un niveau de qualité qui est tout à fait conforme. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Et du coup, voilà, c'est dommage quand il y a une tension ou il y a une difficulté. Voilà. C'est dommage. Alors, dommage parce que, vous le savez, on a eu quelques réparations à faire. Donc tout ça, c'est de l'argent public. Voilà, il ne faut pas se mentir avec ça. C'est dommage parce que c'est risqué. Les écluses, c'est un système électromécanique. Il y a de l'électricité, il y a du voltage. Voilà. Je préfère le redire. C'est dangereux de passer sur des passerelles d'écluses, c'est dangereux. Voilà. Nos agents, quand ils interviennent, ils ont des chaussures de sécurité, ils ont tout ce qui est nécessaire pour pouvoir intervenir, désarmer le voltage, faire leurs interventions en toute sécurité. Voilà. Je réponds ainsi, je pense, d'une certaine façon à votre question, et je passe la main à M. Vernier. Oui, enfin, vous avez dit plein de choses intéressantes, notamment la réhute, mais ça on l'évoquera tout à l'heure à travers les questions, bien entendu. Vous avez parlé de l'évaporation, et effectivement, moi je suis favorable à de l'évaporation. Parce que si on veut des orages, non pas comme hier matin, malheureusement, sur les secteurs grêlés, c'est en dehors de ça. Si on veut des orages, en été, l'orage du 14 juillet et du 15 août, il faut bien qu'il s'en évapore quelque part de l'eau, sinon il n'y aurait même plus d'orage. Bon, pour répondre à monsieur le directeur, moi j'ai fait du syndicalisme avant d'être président de chambre pendant 33 ans. Je connais un peu comment ça fonctionne. Et donc, bien entendu, je suis en appui avec les représentants syndicaux de ce département. Ceci étant dit, il faut qu'on échange davantage en amont, effectivement, parce qu'on a besoin d'une agriculture forte, on a besoin d'un tourisme fort, bien entendu, et donc à travers le canal du Midi, ça nous amène enfin des compléments financiers pour les personnes, les exploitants qui sont tout le long du canal. Mais il faut qu'on échange en amont. Et moi, j'ai demandé à mes collègues du syndicalisme, où c'est que vous avez tenu plusieurs réunions, de m'associer aux réunions. Alors, je ne tiens pas la science infuse, quoi. Mais enfin, moi, je suis le président de tous les ressortissants, de tous les agriculteurs. Et donc, je souhaite pouvoir participer en amont, bien en amont, à ces réunions, avec le syndicalisme, bien sûr, et vous-même et vos équipes, pour essayer de trouver la meilleure des solutions pour que les choses se passent au mieux. Mais après, c'est effectivement, quand il y a des prises de décision de bloquer l'utilisation d'un rouleur, etc., et que derrière, l'agriculteur lambda, il voit passer des bateaux, donc dans sa tête, ça peut être vite compliqué. Mais moi, je suis pour, je le répète, trouver des solutions à la main, et on va les trouver. Parce qu'entre personnes enfin, qui se comprennent, on est obligé de trouver des solutions. Moi, je ne veux pas aller à la guerre avec personne, quoi. Oui, merci. Nous, vous le savez, on y est tout à fait favorable et on travaille déjà aujourd'hui aux échelles notamment des ASA, des ASA d'irrigation, pour créer les conditions de ce meilleur partenariat possible. Moi, ce que je voulais pouvoir ajouter, c'est dans ces échanges en amont, nous, on souhaite vraiment aller au plus près et au plus fin de ce que sont les besoins pour l'économie agricole. Aujourd'hui, on n'a pas l'outillage, on n'a pas les données pour ça.
On travaille beaucoup avec, je me tourne, M. Ménassi, le président du SMAR et ses services, Jean-Marie Aversen, le directeur. On travaille beaucoup pour pouvoir organiser le système qui va faire qu'on a de la donnée, on maîtrise la donnée, on la partage, avec la Chambre d'agriculture également. Pourquoi je dis ça? Parce que on a une gestion qui n'est pas encore assez fine et qui n'est pas encore assez tactique de l'eau qu'on transporte par le canal du Midi. Voilà. Il y a d'autres territoires où aujourd'hui, vous pouvez savoir que des agriculteurs, dans un système collectif qui est bien huilé, bien rodé, ils peuvent envoyer par SMS leur demande de volume en tel point pour dans 2 jours, 48 heures, 72 heures. Ils l'envoient au gestionnaire du canal ou du système d'amener de l'eau. Sur le parcours du canal, du côté Haute-Garonne, dans ces coins-là, ce genre de... Je pense au système, sur la Neste, mais il y a d'autres territoires en France où c'est peut-être même encore plus développé. Ouais. Donc, à mon avis, il faut qu'on aille vers ça. Voilà. Dans la tension sur la ressource en eau et dans toutes les mesures d'économie, au sens de la bonne gestion économe de cette ressource, on a besoin d'aller vers ça, vers un système collectif qui est vraiment mature sur la question de la maîtrise des données, la fluidité de la circulation des données, le partage de ces données, et pour qu'on soit ensuite réactif. Et je finis sur un dernier point. Pour ce moyen terme, nous on travaille aussi parallèlement sur un projet structurant qui est celui d'instrumenter tous les ouvrages hydrauliques du canal du Midi. Les ouvrages hydrauliques, vous savez, ce sont ça peut être des dérivations au niveau des écluses, ce sont les petites trappes en pied de porte d'écluse qu'on appelle les ventelles qui servent à faire le transit de l'eau. On a aussi des épanchoirs, on a des vannes, on a un certain nombre d'ouvrages hydrauliques. On porte le projet d'instrumenter la totalité de ces ouvrages hydrauliques afin, dans un deuxième temps, de pouvoir les télégérer depuis un poste de commande centralisé. On est à Carcassonne, on a plutôt choisi cette localisation parce qu'elle est assez centrale sur le système hydraulique du canal du Midi. Télégérer depuis un poste de commande centralisé l'ensemble des ouvrages hydrauliques du canal du Midi. Et vous voyez que si on arrive à être en bonne corrélation, en bonne correspondance, en bonne coopération avec le monde agricole, avec des données que le monde agricole serait capable de fournir, on arrivera à une gestion beaucoup plus fine, beaucoup plus tactique de cette ressource en eau. Oui, juste un mot pour rebondir sur la cordialité des échanges entre VNF et la Chambre d'agriculture. C'est pas anodin tout ça. C'est pas anodin, et moi je voudrais revenir sur un point. En fait, ce qui crée souvent la confusion, c'est le manque de pédagogie dans l'explication des sujets. On entend souvent des idées reçues et on entend souvent des idées presque populistes qui nous expliquent l'eau qui va à la mer. L'eau qui va à la mer est une nécessité absolue pour l'écosystème. Avoir des cours d'eau où l'eau circule, c'est pas une option, c'est une nécessité pour notre environnement. Oui, pour le trait de côte notamment. Faire croire qu'il y a une corrélation entre une retenue collinaire et un bassin de rétention, c'est une hérésie. Ce n'est pas possible, ce sont deux choses totalement différentes, parce que nous n'aurions pas le temps matériel, en cas d'une vigilance qui arriverait, à baisser une retenue collinaire pour qu'elle devienne un bassin de rétention. Je crois qu'il est important de tordre le cou à ces idées reçues pour que nous puissions avoir un discours apaisé comme aujourd'hui et expliquer que l'enjeu, c'est un enjeu collectif pour le partage d'une ressource qui va demain être de plus en plus rare. D'accord. C'est impoli, mais je reprends la parole. Hein. Vous êtes dans la salle, donc vous pouvez prendre la parole. C'est le moment où la salle s'exprime. Au propos d'Éric, effectivement, je le partage à 300%. Je prendrai des exemples. Il n'y a que les chiffres qui restent. 2018, à l'embouchure de l'Aude, les jours, les semaines et les mois qu'ont suivi les fameuses inondations, il est passé, en plus du débit normal du fleuve Aude, 100 millions de mètres cubes. Et donc, il en faut, je ne suis pas scientifique, 90, 95, 88 millions, effectivement, pour l'écosystème méditerranéen. Mais c'est là qu'il faut qu'on soit capable d'arriver à faire 3 ou 4 bassins de stockage de 3 ou 4 millions pour récupérer cette marge de 10 millions de mètres cubes. Mais bien entendu, je ne peux que partager les propos sur l'écosystème méditerranéen. Alors, on va peut-être passer le micro pour les questions, s'il y a des questions. Oui, bonjour, Serge Vives, correspondant à l'Indépendant Montbéliard. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces termes un peu, pas techniques, de retenue collinaire et de bassin de rétention, nous expliquer un petit peu la différence de tout ça,
Et est-ce que derrière tout ça, il y a des antagonismes dans le département sur l'utilisation de ces installations? Oui, alors, je laisserai évidemment Eric Ménassi compléter, mais alors effectivement, le bassin de rétention, c'est un ouvrage pluvial. Alors pluvial, ça veut dire quand la pluie tombe, évidemment, qui est nécessaire pour ne pas injecter dans un réseau trop d'eau à un moment donné. Et effectivement, c'est un bassin qui peut servir de tampon pour des crues, mais aussi voilà, pour le ruissellement. Donc on en a parlé tout à l'heure, un phénomène quand même très important que nous on essaie aussi de prendre en compte au travers des documents que l'État produit, qui sont les plans de prévention des risques d'inondation. On intègre ce volet de plus en plus parce que, comme ça a été très bien dit, oui, c'est un phénomène qui, avec ces pluies diluviennes, s'accentue. Et donc le bassin de rétention, c'est le bassin tampon, si je peux dire, j'emploie un autre mot, voilà, c'est pas qui permet de décréter un peu le phénomène. La retenue collinaire dont on parle, le bassin de stockage, je vais donner plusieurs mots, mais complétez-moi et je pense que tout le monde peut réinteragir. C'est plus, comme l'a dit Philippe Vergne à l'instant, c'est de se dire stockons de l'eau quand il y en a, en respectant un certain nombre de choses. Alors il y a peut-être deux moyens de le faire. C'est effectivement, quand c'est dans un talweg, quand il pleut, on l'intercepte, on stocke. Si c'est juste un talweg, c'est-à-dire pas un cours d'eau, voilà, on a de l'eau. D'ailleurs là-dessus, j'aurais quand même insisté, mais ça a été dit et le redire, mais je vais juste paraphraser la loi sur l'eau. 1992, on a dit, article 1er de la loi sur l'eau, l'eau est le patrimoine commun de la nation. Et pour moi, c'est hyper important le mot commun. On est sur un commun, et ces usages de l'eau dont on parle, qui ont été évoqués aujourd'hui, mais ça a été largement dit, mais je le paraphrase un peu, c'est vraiment quelque chose de collectif. Et ça ne marchera, si on veut aller au-delà et faire fonctionner les futures retenues dont on parle ensemble très régulièrement, ça ne fonctionnera que si c'est des retenues qui sont pour tous les usages. Et tout à l'heure, on a évoqué aussi les uns les autres le problématique de l'incendie de forêt, bien sûr. C'est juste impossible de continuer à arrêter des feux avec de l'eau potable. Même si des fois on n'a pas le choix, bien sûr, on le fait, c'est des raisons de sécurité. Mais voilà, d'arriver à avoir quelque chose de combiné, et souvent je pense qu'on peut le faire. Moi j'en suis intimement persuadé. Aujourd'hui, il y a une accélération voulue par le gouvernement de ces projets-là. On y travaille, on a déjà travaillé dessus avec les équipes de la Chambre d'agriculture. On va continuer et on attend bien évidemment des choses aussi un peu nouvelles en matière de réglementation parce que il faut quand même qu'on respecte la loi. C'est pas un serviteur de l'État qui va vous dire le contraire. Mais voilà, notamment la réutilisation des eaux usées. Voilà, des vrais sujets qui vont nous permettre de progresser sur les choses. Mais voilà, on a ce sujet-là. Et pour revenir sur la dualité qu'a évoqué Eric Ménassi, c'est effectivement quelque chose qu'on a du mal et qui ressort. Moi, je me rappelle le premier épisode, quand je suis arrivé dans le département en 2020, où il y a une petite épisode de crise, tout de suite, c'était s'il y a de l'eau, c'est parce qu'on cherche un coupable. Ah ben, c'est les barrages qu'on lâchait. C'est tout de suite le truc qu'on a eu en cellule de crise chez la préfète à l'époque. C'est une idée, c'est-à-dire que le réflexe qu'ont beaucoup de gens face à un risque, c'est de trouver un coupable. C'est pas de dire, c'est un peu un réflexe de protection, de déni par rapport à un phénomène. Les phénomènes changent et on pense que sur la sécheresse, même si j'ai pas d'exemple forcément, mais c'est pareil. La sécheresse, ouais, mais c'est lui, il a pris mon eau. C'est le premier réflexe qu'on a. C'est totalement humain ce que je dis. C'est même pas une critique, c'est humain. Et donc là, il faut qu'on arrive collectivement. Et il n'y a que le collectif qui peut faire passer le truc. Il n'y a que le collectif. Et donc ça veut dire tous les usages, tous les partenaires. La protection de l'environnement, c'est hyper important, mais boire de l'eau, on en a besoin tous les jours, sinon on va avoir des difficultés. Arroser nos plantations, mais aussi continuer à faire fonctionner des vecteurs d'irrigation et de transit de l'eau que sont les canaux et effectivement et les cours d'eau. Et c'est pas la fédération de pêche aussi qui me contredira, vous dites que les cours d'eau aussi c'est vital pour les biologiques et avoir quelque chose qui soit maintenu. Ça sera notre troisième débat. Voilà, j'anticipe déjà, oui. Et voilà, donc là-dessus, la différence entre les deux, voilà. Alors je reviens sur juste le volet technique, voilà. Un bassin de rétention et puis une retenue qui là est plutôt pour stocker de l'eau pour plus tard. Il n'y a pas de captation sur les nappes phréatiques. Non, ah oui, très vite. Alors, je prends un troisième terme et je passe le micro, pardon, c'est bassine. Voilà, vous l'avez pas, vous l'avez pas mentionné tout à l'heure dans votre réponse, mais voilà, la notion de bassine qui a créé polémique dans d'autres départements que le nôtre tout récemment, c'est pas ça le sujet. Effectivement, c'est pas du tout vers ça qu'on s'oriente. De toute manière, je vous l'ai dit tout à l'heure, les nappes sont au plus bas. C'est surtout pas le moment d'aller capter dedans. Faut plutôt chercher un rééquilibre entre ce qu'on appelle
appelle l'eau superficielle, les cours d'eau et les nappes. De toute manière, ils sont en relation. Il faut qu'on maintienne globalement cet équilibre. Et derrière, c'est plus capter l'eau, comme ça a été dit par Philippe Vergne. Au moment où on en a un peu trop l'hiver, où on n'en a pas besoin, la conserver, alors de la meilleure façon possible, plutôt par des petits volumes, ça a été dit aussi, que des trucs immenses qu'on n'arrivera pas à faire parce que ça posera plein de problèmes. Et en plus, on est plus résilient parce que le truc immense, une fois qu'il est vide, il n'y a pas d'eau pour personne. Alors que plusieurs petits, on est plus résilient s'il y en a un qui par malchance doit être entretenu ou vidé. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt ça. Monsieur Vergne, après la question du monsieur. Oui, pour revenir sur les retenues collinaires, parce que c'est une question capitale, quoi. C'est pour ça que je vais essayer d'être encore plus précis. Sachant que vous avez parlé de Talweg, hein, donc vous comprenez bien que les retenues collinaires, c'est plus dans les massifs. C'est le bassin de stockage, c'est autre chose d'autre part. Donc sur les retenues collinaires, le colonel du SDIS. Là, je parle sous le contrôle du conseil départemental, puisque le SDIS, c'est le conseil départemental qui finance. Nous dit que sur 10 incendies, il y en a 6 qui pourraient être circonscrits le plus rapidement possible avec des retenues collinaires, avec un hélicoptère, pour intervenir le plus vite possible. Voilà. Donc c'est loin d'être neutre, quoi. C'est loin d'être neutre. Et la seconde chose, c'est qu'un feu, parce que je le disais, je suis persuadé, le feu et l'eau, c'est lié. Un feu, l'incendie, si vous prenez l'incendie le dernier là, sur la commune de Douzains, c'était 1000 hectares de brûlés. Le coût, c'est entre 4 et 5 000 euros l'hectare, brûlé. Et l'hectare préservé, ça veut dire que les pompiers font de la veille, font tout ce qu'il y a à faire pendant 2 jours, 3 jours, c'est entre 8 et 9 000 euros l'hectare. Donc un incendie comme ça, c'est entre 4 et 5 millions d'euros sur les hectares brûlés. Et donc, bien entendu, par rapport à la mise en place de ces retenues collinaires, il faut prendre en considération cet enjeu. Sur le second point des bassines, moi, ma position, elle est simple. Je ne suis pas opposé à ce qui s'est fait en Charente, pas du tout. Voilà. Mais nous, ce n'est pas ça. Ici, on n'est pas sur cette logique-là. Sachant que, je vais vous abreuver de chiffres, mais je tiens à le préciser, le premier utilisateur d'eau en France, c'est l'agriculture. Hein. Oui, c'est l'agriculture, 45%. Donc, acte. Après viennent les industriels, viennent les centrales nucléaires et, in fine, l'eau potable. Mais ce que personne ne dit, c'est que sur 45% utilisés par l'agriculture, il y en a 80% qui sont réinjectés dans les nappes phréatiques ou en aval des parcelles irriguées. Donc 80% de 45%, si vous faites le ratio, je ne l'ai pas fait, mais enfin, voilà, mais ce sont des précisions que je tenais à faire à l'occasion de cette table ronde. Merci. Monsieur ? Oui, bonjour. Monsieur Dédiès, conseiller départemental délégué à l'eau. Donc moi je suis très satisfait de voir que l'on avance sur une certaine collaboration qui jusqu'à maintenant faisait défaut, parce qu'il y a peu, monsieur le préfet disait que la guerre de l'eau n'aurait pas lieu, mais j'ai quelques craintes suite aux infos que l'on a par l'indépendant, sur les journaux par rapport à certaines évolutions sur le terrain. Bon, ce qui m'intéresserait aussi d'aborder, on a abordé la ressource, mais aussi la qualité de cette ressource. Parce que pour moi, c'est très important, non seulement d'avoir une ressource, mais une ressource de qualité pour justement l'exploiter sans trop de soucis. Parce que si on n'a pas une ressource de qualité, l'usage sera très compliqué après par la suite. Alors, moi j'ai des fortes craintes sur cette qualité par rapport à l'ouest audois, à l'est audois, qui est beaucoup plus sensible à cette problématique de qualité de l'eau. Et aussi, par rapport à la gestion de la ressource, moi j'aimerais avoir votre avis, puisque vous êtes décidé à collaborer et à avancer ensemble, sur le retour sur certaines pratiques actuelles, par exemple au niveau des sols. Bon, pour démonstration, je voudrais souligner ce qui a été mis en expérimentation sur notre département, c'est les prestations pour services environnementaux au niveau agricole qui permettent de mieux gérer la qualité de l'eau qui s'infiltre et de laisser à l'eau la possibilité de s'infiltrer pour refaire le plein des nappes. Donc je pense que depuis des années, il y a des pratiques au niveau des consommations, au niveau réglementaire qui sont de la responsabilité de l'État et au niveau agricole aussi, qui sont peut-être à remettre en question. Et je voudrais savoir si cette remise en question et cette accélération réglementaire qui peut être demandée peut être possible
portés justement par ces discussions. Je vous remercie. Représentant peut-être de l'État en premier, M. Verret en deuxième, hein, qu'est-ce que vous en pensez? On le fait comme ça? Effectivement, le quantitatif dont on a beaucoup parlé est quand même assez lié au qualitatif que vous évoquez à l'instant. Et effectivement, pour revenir au sujet de la sécheresse, quand on a des captages d'eau potable dans des situations difficiles parce que l'eau, il n'y a pas assez d'eau ou il n'y a pas assez de circulation d'eau, d'où l'importance de la circulation qui a été évoquée tout à l'heure, on a des difficultés. Ce que vous évoquez aussi, c'est bien évidemment tout l'usage à la fois nitrates, pesticides, enfin de tous les produits chimiques qu'on peut trouver dans l'eau au travers, notamment, mais pas que, l'activité agricole. Et là-dessus, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments de réponse. Bien évidemment, le changement de paradigme, il est en cours. C'est-à-dire qu'on sait très bien, et je pense que l'Aude est plutôt vertueuse, pour avoir vécu dans d'autres départements. Je vais peut-être dire une bêtise, mais Philippe Vierne me corrigera, je crois qu'on est à 40% de bio dans l'Aude, en surface, ce qui est quand même remarquable, puisque c'est largement au-dessus de la moyenne nationale. Et je crois qu'on peut le dire. Hein. Après, c'est sûr que c'est pas 100%. Donc forcément, il y a des produits, ils sont nécessaires. Je pense que pour le traitement de la vigne, mais Philippe Vierne le dira 100 fois mieux que moi, on est relativement sobre, même si, voilà, encore une fois, hein, la sobriété ne veut pas dire l'abstinence, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, on est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a une évolution globale, sociétale, où l'eau prend sa part, et prend bien sa part, d'évolution de l'usage des produits pour aller vers quelque chose qui, de toute manière, est aussi demandé par le consommateur. Bon, même si vous savez aussi que cette année, le bio a été un petit peu en baisse en termes de consommation, ce qui est un peu paradoxal, mais il y a aussi des problèmes économiques et de coûts et d'inflation en France que je ne vous décrirai pas parce que j'en suis totalement incapable, si ce n'est de dire une banalité. Et donc du coup, oui, c'est autour sur la ficelle, on va plus y arriver. Donc pour revenir sur le qualitatif, effectivement, sur le qualitatif, on y travaille. On y travaille aussi sur un autre sujet de pollution d'eau qui est les stations d'épuration. Mais grosso modo, et là aussi, pareil, on n'est pas les plus mauvais, mais on n'est pas les meilleurs. Mais la directive ERU des eaux résiduaires urbaines, sur laquelle l'Europe veille à ce que la France rejette des eaux de qualité, dans l'Aude, au tout dernier recensement, bah voilà, on est sorti de la zone rouge. Et ça, je pense qu'on peut aussi. Et ça, c'est plus les collectivités hein, qui se sont emparées du sujet. Bah, l'État veille au grain. Hein. On contrôle les stations d'épuration. C'est aussi un élément de pollution hein, de l'eau, la qualité que vous évoquez. Et là-dessus, là aussi, tout n'est pas parfait, mais on veille. Ça veut dire que effectivement, dans toutes ces politiques qui sont d'une évolution d'un système vers un autre, bah je dis souvent, on est au milieu du gué. Alors c'est encore un sujet de l'eau. Hein, on parlait d'abreuver avec des chiffres, on reste dans le domaine de l'eau. Mais c'est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça veut dire qu'on travaille. Et là, encore une fois, sans vouloir me répéter trop, mais ça marche parce qu'on se parle, parce qu'on est dans le collectif. Il y a des moments, il y a des heures, hein, il y a des difficultés, il y a des moments où on n'est pas d'accord, mais globalement, je pense que le mouvement pris dans son entier est en route. Et ça, on peut dire que ça marche. Après, effectivement, il y aura des difficultés, mais je trouve par rapport à d'autres territoires, sans vouloir comparer ou citer de territoire, on n'est quand même pas dans l'eau au moment où on va couper l'eau parce qu'il y a trop de pesticides dans l'eau potable. C'est une situation que vous avez peut-être connue ou entendu parler dans d'autres territoires. On n'est quand même pas dans cette situation. Oui, je pourrais prendre la parole demi-heure, hein, mais tout ce qui a été évoqué, je vous rassure, je vais pas, c'est pas ce que je vais faire. Hein. Donc, par rapport au questionnement, le fond du problème, c'est qu'il y a des déclinaisons souvent européennes qui sont déclinées au niveau national, et après on ne va pas plus loin sur les territoires. Et donc, moi je suis pour une déclinaison territoriale, puisque je le disais tout à l'heure, hein, il y a 2 climats dans le département de l'Aude. Donc il y a des choses qui peuvent se faire sur la partie océanique, hein, mais qui ne peuvent absolument pas se faire sur la partie méditerranéenne. Si on parle d'un enherbement, notamment interrang, si vous faites ça avec une influence méditerranéenne, la vigne meurt. Elle meurt. Donc c'est le premier point. Le second point, c'est par rapport au bio, effectivement. Il y a 1200 exploitations en bio dans le département. La région Occitanie, c'est la première région de France. Hein, voilà. Mais les 1200 exploitations, toutes filières confondues, que ce soit le maraîchage, la grande culture ou viticulture, aujourd'hui, elles sont à la rue complètement. Puisque le marché bio s'est fortement dégradé, lié à des phénomènes géopolitiques, je ne rentre pas dans les détails, mais à côté de ça, ils ne sont même pas au prix du conventionnel.
Ils ne sont même pas. Et là, enfin, je vais m'adresser à M. Clignet, où on nous a réunis la semaine dernière pour parler de la crise bio, avec une enveloppe, tenez-vous bien, de 146 000 € pour le département. Donc ça, c'est la perte d'énergie, de la perte du terrain, c'est complètement... Voilà, donc j'espère qu'enfin, je suis sûr que M. le Préfet aura demandé un abondement de l'enveloppe, parce que là, enfin, c'est dramatique, vous le comprenez bien, quoi, sur 200 exploitants, il y a une servir 10. Le second point, c'est que tous les systèmes de production de notre département sont vertueux, qu'on soit en bio, qu'on soit en raisonné ou qu'on soit en conventionnel. Puisque, je vais prendre l'exemple de la viticulture, on a la chance, enfin, ou la malchance, parce que là, quand vous avez du vent du Nord pendant 3 semaines, jour et nuit, c'est compliqué, mais enfin, d'avoir ici la Tramontane et dans la vallée du Rhône le Mistral, et donc sur l'arc méditerranéen, c'est la région française, internationale, où on traite le moins avec l'Argentine, parce que les Argentins, nos collègues argentins, ils sont protégés par la cordillère des Andes. Donc, je vous donne des chiffres, mais c'est des constatations, ce n'est pas pour incriminer mes collègues. Quand vous faites 6 traitements en viticulture, ici, à Bordeaux, ils en font 18 et en Champagne, ils en font 25. Mais je serai bordelais ou champenois, je ferai comme les collègues. Quoi. Mais ce sont des constatations. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc c'est pour ça que je me permets de vous dire qu'il n'y a que des agriculteurs vertueux, toutes filières confondues, parce que le climat nous accompagne. 30 secondes. La dimension qualitative est intimement liée au quantitatif, M. Clignes l'a dit, mais je pense aussi qu'il est important de souligner le travail réalisé par le SMAR par rapport à la gestion des milieux aquatiques, parce que là aussi c'est intimement lié à la qualité de l'eau. Et dans le grand cycle de l'eau auquel nous avons tous une attention particulière, je crois que l'action que nous menons sur les zones humides, l'action qui est menée sur l'ensemble de l'eau dans sa globalité, a une importance. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, tout est dans tout. Lorsqu'on économise de l'eau, lorsqu'on est plus vertueux, on tend vers du qualitatif. Voilà quelle est la base de cette réflexion pour répondre à votre question. Et puis ça a été évoqué sur la réhute et la réutilisation des eaux de station d'épuration. J'ai vu encore sur la presse ce matin que le ministre portait 1000 projets. Nous sommes en retard sur ce dossier, puisque en France c'est 1,5%, en Espagne je crois et l'Italie sont entre 10 et 15% de réutilisation. Donc ça fait partie des choses, c'est pas la seule piste, il faut évoquer les autres pistes, on l'a fait ce matin, mais c'est une piste bien entendu à étudier, même si je pense moi que le retard dans la vie ne se rattrape pas. Je renvoie juste 30 secondes de l'excellent dossier dans l'Indépendant aujourd'hui et hier sur la réutilisation des eaux en Catalogne. Voilà. Non, juste une toute petite précision, mais c'est arrivé dans les derniers jours. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, a annoncé donc un abondement des 10 millions qui s'était traduit par 146 000 dans le département d'aide à la bio à 60 millions. Alors, je ne sais pas encore aujourd'hui, puisque ça a été décidé il y a moins de 48 heures, comment ça va se traduire pour l'Aude. Mais voilà, il y a une grosse rallonge qui vient d'être annoncée politiquement par le ministre de l'Agriculture. Je crois qu'il y a une toute dernière question, ça sera la dernière, je vous demanderai quand même d'être un peu plus rapide dans les réponses si vous pouvez. Non, parce que c'est filmé. Bon. Voilà, ma question, c'est de ramener les choses, disons, à quelque chose de plus quotidien et de familial. Vous avez beaucoup parlé d'agriculture et tout ça, mais je pensais à la gestion de l'eau en famille. C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait l'éducation à la sobriété? Nos grands-parents étaient sobres parce qu'ils n'avaient pas l'eau courante, et avec l'eau qui est devenue courante, on est devenus des gaspilleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme vous le préconisez pour l'agriculture, au niveau familial, au niveau de l'éducation nationale, faire quelque chose justement dans l'idée d'une sobriété et que c'est quelque chose de rare? Voilà, ça, c'est une question pour un élu. La même chose que vous avez fait pour l'agriculture, est-ce que c'est pas possible familialement? Voilà. Alors, en 1 minute, d'abord enfoncer des portes ouvertes. L'eau qu'on ne consomme pas est la première des économies. Vous avez raison, essayer d'acculturer nos populations à cette sobriété, ce n'est pas une option aujourd'hui. C'est une nécessité absolue, comme la nécessité de revoir nos réseaux, puisqu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de déperdition dans l'ensemble de nos réseaux d'eau potable. Je crois que cette problématique, elle a été
prise à bras le corps par nos élus, même s'il est toujours assez délicat d'entreprendre des travaux d'investissement qui sont extrêmement lourds. Mais sur l'organisation du département de l'Aude, il faut savoir que bon nombre d'intercommunalités ont repris la gestion de l'eau, aussi bien en termes de distribution, par le biais de DSP ou de régie ou d'assainissement. C'est un enjeu important et vous avez raison, au-delà de cette organisation administrative, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une campagne de pédagogie auprès de nos enfants. Comme nous le faisons par rapport aux gestes qui sauvent pour des inondations ou pour des gestions de crise, il faut que notre jeunesse comprenne l'enjeu de la sobriété énergétique, et l'eau en fait partie. Et il y a déjà du travail qui est fait là-dessus, mais une marge de progrès terriblement importante, je vous l'accorde. Merci. Écoutez, on est arrivé au bout de ce débat. Pourquoi Pas tout à fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sous la gestion de l'eau, excusez-moi encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure qu'on avait travaillé une idée au niveau de la Chambre d'agriculture qui n'est pas partagée par tout le monde, mais on reste persuadé que c'est vraiment une bonne idée et qu'on peut aller encore plus loin sur la gestion de l'eau. C'est d'arriver à mettre un volume d'eau par hectare et par culture. Voilà, une bonne fois pour toutes. Et après, chacun fera son travail. Il y a des compteurs d'eau chez tout le monde. Donc, c'est un moyen de partager l'eau et d'économiser de l'eau. Donc, vous m'avez entendu, un volume d'eau par hectare et par culture, c'est ce que nous portons. Et je le porterai jusqu'au bout. Et c'est de plus en plus partagé. D'accord. Donc, merci à vous. Merci à tous nos invités d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que cet après-midi, on a 2 autres débats. Le premier consacré à partir de 14h aux conséquences économiques de la sécheresse. Le second consacré aux conséquences pour la nature. En guise de conclusion, je dirais qu'on a démontré un petit peu l'objectif de ces débats était de démontrer que quand on regardait le problème en face et qu'on échangeait dessus, on arrivait finalement à expliquer et on arrivait à avancer. Voilà, merci à tous, au revoir. Merci à vous. Merci.